Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Move Deep, le podcast de Basket Session qui fait le point sur l'actualité de l'NBA depuis San Antonio. Là aujourd'hui en l'occurrence c'est pas que San Antonio, on fait une petite liaison, une rare liaison entre les États-Unis et la France. Aujourd'hui on va essayer de se pencher sur un petit peu comment est-ce que les Spurs, comment Victor Wembanyama performe par rapport aux attentes, par rapport à ce qu'on espère au début de la saison, de manière réaliste, de manière peut-être moins réaliste. Donc je voulais confronter l'opinion d'une part d'un journaliste et de l'autre part d'un fan aussi, parce que il n'y a pas la même attache émotionnelle, il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas la même perception de l'équipe. Et du coup, j'ai avec moi mon ami des SA Spurs France. D'ailleurs, tu es la personne qui gère le compte, la seule personne sur le compte, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, histoire qu'on découvre le personnage qui est derrière ce compte, que les fans des Spurs suivent sur Twitter? Du coup, moi, c'est Rémi, j'ai 22, bientôt 23 ans. Je suis sinon dans la vie infirmier, mais surtout fan des Spurs. Du coup, fan des Spurs depuis à peu près 2013-2014, quand j'ai été voir mon premier match aux États-Unis qui n'était pas des Spurs, mais bon, j'ai suivi du coup le reste et je suis devenu fan des Spurs. Et plus les années passaient, plus je suis devenu fan des Spurs. Et après, j'ai créé le compte d'abord sur Instagram via un ami qui était fan des Warriors, qui avait lancé son compte. Je voyais qu'il adorait ça avait l'air trop cool. Donc j'ai lancé le mien aussi pendant la bulle à Orlando. J'ai plus la date exacte, c'était juste avant un Spurs Pelicans. Et petit à petit, la page a grandi et je me suis dit tiens, peut-être sur Twitter, surtout qu'il y a une plus grosse communauté basket et puis c'est voilà. Ça, c'est là où ça se passe généralement. J'aime bien la description. Je suis infirmier, etc. Mais surtout fan des Spurs. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Et du coup, on rappelle, Rémi, t'étais là aussi avec les Français qu'on a eu du coup pour le voyage à San Antonio. On avait fait un podcast sur Move Deep avec la Spurs Nation France du coup. Mais t'étais là aussi. T'étais à San Antonio pour voir Victor en vrai. Est-ce que t'as bien aimé ton expérience? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'était aussi pour toi? Moi c'était incroyable. Du coup, Jean-Patrick, le président de l'asso, je le connais depuis un petit peu avant qu'il lance l'asso. Parce que je l'avais rencontré comme ça via mon père, ils travaillent ensemble, donc voilà. Il m'en avait parlé qu'il voulait créer ça, et du coup avant j'avais pas encore mon compte, j'étais au collège, donc j'avais du temps, je l'ai aidé à gérer Facebook à cette époque-là. Après j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps, mais je continuais à les suivre, et déjà dès la première année, ils organisaient leur voyage. Et du coup moi dès la première année je voulais y aller, mais comme c'était toujours hors vacances scolaires, je pouvais pas. Et là c'était enfin l'année où je pouvais partir, et du coup, forcément, fallait que je vienne. Donc, c'était ma première fois à San Antonio. Un voyage que je voulais faire depuis plusieurs années et c'était à la hauteur de mes attentes, même plus. J'aime bien la passion. Et c'est là justement qu'on voit un petit peu l'attache émotionnelle. Et on va voir justement, est-ce que d'un côté ça a biaisé tes attentes ou est-ce que pareil, est-ce que c'est moi qui manque de cœur dans mes lectures du truc. Donc comme je disais au début, voilà, l'idée c'est vraiment de faire le point parce que pour les fans des Spurs, cette saison elle est particulière parce que depuis le départ de Kawhi Leonard, il n'y a pas eu vraiment d'équipe compétitive. Il y a eu cette petite parenthèse avec Demar et Lamarcus, mais il y a eu du coup la chute pour la première fois depuis les années 90 de l'équipe des Spurs. C'est vraiment le moment où l'équipe a arrêté de performer et à partir de là, du coup la draft de Victor et l'idée de se dire on repart, on va reconstruire peut-être une dynastie carrément, ou alors au moins on va repartir pour redevenir compétitif, retourner en play-off, etc. Donc là, cette année, c'est le lancement, on va dire, officiel de cette reconstruction avec Victor. Et il y a cette star-là, du coup, qui est censée relancer vraiment l'équipe après une année qui était très compliquée l'année dernière. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'excitation, il y avait beaucoup parfois du coup d'attentes peut-être démesurées de la part des gens de San Antonio en particulier qui sont restés là pendant 30 ans, qui ont vu 22 saisons d'affilée en play-off, 5 titres, etc. Ouais. Les gens dans la ville, en l'occurrence, ont vraiment mis la saison sur un piédestal. N'empêche qu'elle est particulière cette saison. Et elle est particulière du coup majoritairement à cause de Victor, mais pour beaucoup d'autres raisons. On va y aller petit à petit. On va commencer à chaque fois avec du coup un joueur, un groupe particulier, etc. On va commencer par Victor. Qu'est-ce que tu attendais de Victor avant qu'il arrive vraiment en NBA, avant de le voir jouer du coup sur les parquets de la NBA, en termes de stats, en termes de performance, etc. À quoi tu t'attendais concrètement? Alors moi, j'avoue que déjà, avant d'être fan de NBA et des Spurs, j'étais fan de Nanterre. Donc Victor, j'ai commencé à en entendre parler avant que tout le monde en parle sur les réseaux, avant son 2 contre 2 contre c'était Vincent Poirier, Rudy Gobert, où il jouait avec Maxime Reynaud qui est en NCAA actuellement. Je pourrais plus te dire l'université, mais je sais qu'il est en NCAA. Je t'ai des bêtises, mais je sais plus. J'avoue, je vois le maillot, mais j'arrive plus à lire ce qui est écrit.
Stanford, pardon, c'est bon, c'est Stanford. Ouais, voilà, c'est ça, Stanford. Donc déjà, je commence à en entendre parler. L'année où il est passé pro, je me suis dit, avec mon père, on se disait, faut absolument qu'on aille le voir. Pas de chance, c'était la saison blanche où il y avait pas de fans. Et l'année d'après, il parlait, donc j'étais dégoûté. Quand il est revenu à Paris, on s'est dit, c'est bon, c'est l'occasion d'aller le voir. J'avais réussi à aller le voir et je le suivais toujours un peu. Et ce qui était drôle, c'est que je disais déjà, à un moment où j'avais mon compte Insta, je parlais avec certains autres comptes, dont un compte qui s'appelle maintenant Europeans in NBA, mais avant c'était Franchise in NBA, où je lui disais, ça serait quand même drôle, nous on commence à être nuls chaque année, on est de plus en plus nuls, Victor chaque année est de plus en plus fort, ça serait drôle quand même que Victor arrive aux Spurs. Mais j'y croyais pas du tout. Et du coup c'est arrivé, j'étais heureux comme jamais, bon déjà parce que c'est Victor, mais en plus parce que je le suis depuis plus longtemps et que c'est rare que je suis des prospects depuis aussi longtemps. Et forcément, bah comme je le connaissais un peu plus, j'avais des attentes un peu plus fortes en lui. Déjà pour moi, je le voyais de pivot. Donc j'ai été étonné quand Pop le mettait lié fort. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de débats avec d'autres fans des Spurs qui disaient non, il sera mieux lié fort et tout. Et pour moi, lié fort, c'était pas fait pour lui. Même si je comprenais les arguments, pour moi, le 5 de départ, ça devait être Trey Jones, Devin Vassell, Keldon Johnson, Sohan, Wemby. Bon, ça a pas commencé comme ça. J'ai été étonné, même si j'étais pas totalement contre l'idée de mettre Sohan en poste de meneur. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Mais après, quand Wemby est passé pivot, ça a mieux marché. Et là, j'étais content. Et sinon, dans les stats que j'attendais, j'avoue que par rapport à ce qu'il fait, j'étais un peu en dessous. Je m'attendais à peut-être 15-16 points par match. Ouais. Mais avec 5-6 passes, parce que en fait, pour moi, je l'imaginais comme en pivot. Pop, il aime ce qu'il aime bien faire, c'est du coup qu'il y ait créer une double team sur quelqu'un, et du coup ça fait une extra passe jusqu'à avoir un shoot ouvert. Donc pour moi, Wemby allait beaucoup faciliter ça. Donc je le voyais être pivot, on lui donne la balle au poste, tu peux avoir Sohan qui coupe, Vassell qui se démarque à 3 points avec un écran de je sais pas quel dose, ou Sohan qui va couper après, et lui fait la passe et c'est le shoot. Donc je pensais pas qu'il aurait autant de points parce qu'il serait plus là à ouvrir les portes aux autres. Et après, dans les rebonds, je le voyais à 8-9 rebonds. J'espérais 10, mais je me dis, on sait jamais, c'est sa première saison en NBA, il va découvrir, Pop va peut-être le load manager. Donc, j'imagine un peu en dessous. Et en termes de compte, je pensais 1 voire 2 grand maximum. Ouais, non, je pense que les comptes, c'est ce qui surprend le plus, parce que moi, c'est pareil, en fait, quand j'ai fait le point, je pense que la quinzaine de points, c'était après ça, je me disais une quinzaine de points en étant vraiment efficace et en ayant vraiment un bon pourcent de manière générale. J'étais prêt dans les mêmes idées, sachant que j'avais pas fait trop de prédictions non plus, parce que je trouve que prédire des stats, c'est extrêmement compliqué en fait, parce que ça dépend de tellement de paramètres, puis il y a tellement de choses qui veulent rien dire. Les rebonds, de quoi on parle, les passes décisives, c'est pareil. J'avoue que ce qui m'impressionne, c'est quand même les 20,7 points. C'est un petit peu au-dessus des attentes, effectivement. Et quand tu regardes les 10 derniers matchs, tu vois, en fait, c'est des stats, je pense qu'on n'aurait jamais pu imaginer quand il jouait en France. Là, sur les 10 derniers matchs, il a 22,8 points, il a 10,9 rebonds, il a 5,1 contre, et j'ai pas la moyenne de passe exactement, mais il doit être autour des 4,5 ou 5. Ouais. Donc ça, je t'avoue, c'est un petit peu le genre de stats qu'on ne peut pas prévoir. Et puis même quand tu regardes sur les 10 derniers matchs, il y a 2 matchs à 5 interceptions, souvent il en prend 1 ou 2. Enfin bref, la ligne de stats, je pense que personne n'attendait vraiment à ce point en fait. Et c'est vrai que moi j'ai pas suivi à Nanterre, du coup je suis arrivé un peu plus tard dans le wagon entre guillemets en tant qu'observateur. Je l'ai beaucoup suivi la saison dernière quand il était à Boulogne-le-Valois. Et en fait, moi du coup c'était un peu l'inverse. Je m'attendais à ce qu'il revienne en NBA avec ce rôle d'ailier fort qu'il avait à Levallois, où il jouait du coup à côté de Falfay au début de la saison. Ensuite on a essayé de lui mettre toujours un pivot à côté de lui, etc. Et puis pareil, en début de saison, il disait vraiment, moi je me sens bien à côté d'un big. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit à côté d'un big. En fait, c'est vrai qu'au fil de la saison, ça nous a paru clair que c'était une meilleure idée que ce soit le seul big à l'intérieur, parce qu'il a beaucoup plus d'espace pour développer son jeu, pour marquer, pour créer pour les autres. Donc ça marche plutôt pas mal. J'avoue que les stats me surprennent pas mal. Mais la question que je viens de te poser, c'est comment est-ce que tu l'attendais sur le plan défensif? Parce que là, mine de rien, c'est, je pense, sa plus grande qualité aujourd'hui, c'est vraiment la défense. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il ait à ce point un impact dès son arrivée en NBA? Alors, je m'attendais à ce qu'il ait un impact, mais pas aussi grand que ça. Je pensais pas pouvoir dire, peut-être qu'en fait, il sera All Defensive Second Team dès sa saison rookie.
Ça, j'avoue, ça m'étonne énormément. Je me doutais qu'il allait avoir un bel impact parce que il l'a déjà montré, il est grand, il comprend la défense, il sait bouger. Mais de là à ce que des mecs en NBA qui ont l'habitude de grands joueurs, de gros défenseurs, des mecs qui sont ultra athlétiques, et justement plus envie de lui foncer dedans et de l'attaquer et de trouver tous les moyens pour justement éviter sa défense. Et du coup, lui, il soit un peu perdu parce qu'il a pas encore trop l'habitude de certaines stratégies qui peuvent être mises. Ou même il va faire 3 pas alors que ça va pas être sifflé marché alors qu'en Europe ça aurait été sifflé. Donc je pensais pas qu'il allait se faire autant, et en fait quand il est sur le terrain ou quand il est sur le banc, c'est le jour et la nuit pour la défense des Spurs. Non, et tu le vois quand il est sur le terrain, les joueurs ils réfléchissent à 2 fois à rentrer, même les grosses stars qui pourtant arrivent en général à s'en sortir dans quasiment toutes les situations. C'est vrai que un truc qui était palpable au début, c'est qu'il avait eu besoin d'un temps d'adaptation quand même quand il est arrivé en pré-saison. Il était peut-être un peu en retard et tout. En fait, il se prépare à la NBA depuis des années, donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient déjà présents pour lui en fait. Peut-être les pas, je sais pas exactement à quoi il s'était préparé, mais au début de la saison, par contre, c'était clair que il y avait besoin d'une adaptation. Et ça me choque de voir à quel point est-ce qu'il a vite compris le jeu, à quel point est-ce qu'il s'est vite adapté. Maintenant, il est plus jamais en retard ou quoi que ce soit. Et quand tu dis potentiellement all defensive second team, moi je pense que si j'avais un vote, je le mettrais là en fait. Gobert évidemment le pivot de la first, il est vraiment au-dessus. Mais ce que fait Victor, c'est vraiment cette saison assez incroyable. C'est vrai que, je sais pas comment toi tu le vois, mais pareil, il y avait beaucoup de doutes physiquement autour de Victor, autour de sa capacité à encaisser le contact, se frotter à des joueurs qui sont plus athlétiques, plus robustes, etc. Moi, je trouve qu'il encaisse bien les contacts justement quand il est en défense. Alors, Alperen Sengun aura peut-être son mot à dire justement dans cette conversation parce qu'il a bien maltraité au poste, il a bien bousculé, etc. Mais de manière générale, il encaisse bien les contacts et je trouve que physiquement, il tient bien la route. Pareil, des gens avaient une attente peut-être un peu... je trouvais déplacé par rapport au fait qu'il serait peut-être blessé beaucoup dans la saison. Aujourd'hui, il rate son 7e match. Donc, vraiment, il y a pas de blessure, il y a pas de problème physique, il y a rien. Pareil, est-ce que c'est conforme à tes attentes sur le plan physique? J'avoue que moi, il y a beaucoup de gens qui disaient il va pas réussir sur sa première saison ou en dessous de ce que les gens attendent à cause de son physique. Je pensais pas quand même qu'il allait rater comme certains pouvaient le dire, mais que ça allait pouvoir être compliqué sur des gros pivots comme Embiid ou comme des Golgoth comme Giannis. Mais je me dis d'ici 2-3 ans, il va être plus musclé, ça va le faire. On a vu plein de grands rookies qui étaient tout fins comme Porzingis ou Gobert. Tu les regardes, ou même Giannis, tu les regardes maintenant, c'est plus le même physique. Et je me dis peut-être que Victor pourra faire ça dans une moindre mesure, histoire de garder toujours un peu de mobilité. J'ai vu en plus que avant sa saison, il avait travaillé avec Miles Turner, qui est un pivot assez mobile, mais qui reste assez stock. Je me suis dit, s'il prend son physique, ça peut être pas trop mal. Bon, pas tout de suite, mais dans quelques années, ça peut être l'idéal pour lui. Mais j'ai quand même vachement été impressionnant. Le match face aux Wolves où on a gagné, j'avais réussi à me rapprocher du terrain et du coup, j'ai bien vu l'affrontement entre Gobert et Wemby. Et c'est vrai que quand tu les vois, tu te dis Gobert il va le bouffer physiquement, mais en fait il s'en sort et c'est vraiment impressionnant. Et sur le point de vue des blessures, je pense qu'on peut énormément remercier Guillaume Alquier et aussi tout le staff des Spurs, mais surtout Guillaume qui le connaît depuis du coup à Paris-Levallois, qui avec Paris-Levallois a fait un taf monstrueux et continue de le faire aux Spurs. Je sais pas du tout s'il aide un peu les autres joueurs ou si vraiment il est 100% sur Wemby, mais c'est vrai qu'il a raté que 7 matchs. Je m'attendais à ce qu'il en rate plus, pas forcément par rapport aux blessures, mais juste par rapport à ce que Pop le load manage pour éviter les blessures, et parce que de toute façon cette saison, comme il l'a dit, c'est que du développement, donc qu'on gagne pas, c'est pas le but principal. Donc je pensais vraiment qu'il allait le reposer plus souvent. Après il le fait jouer, tant mieux, je suis content, il se blesse pas, il se développe, donc c'est tout bénef. Forcément parfois il y a des petits contacts, des petites blessures, mais ça il y a pas beaucoup de joueurs qui font les 82 matchs sans en rater un seul. C'est inévitable, c'est ça. Et pour Guillaume, pour information, je précise, c'est aussi un petit peu le Rookie of the Year des Spurs parce que du coup, Maxime, qui était l'invité du dernier podcast, a fait un article sur Guillaume. Effectivement, il bosse avec tous les joueurs. Et j'en ai parlé avec Mamou, du coup, aussi, qui disait justement qu'il appréciait beaucoup
la présence de Guillaume, que c'était vraiment genre un soutien mental, physique, etc., que ça changeait pas mal de choses pour lui. Donc je pense que oui, il est accrédité pas mal pour pour le travail que fait Victor. Et puis bon, Victor est accrédité aussi par rapport à ça parce qu'il est très souple. Sur l'aspect physique, je me souviens aussi qu'un truc qui était récurrent, c'était il va se faire manger par Nikola Jokic. Je sais pas pourquoi les gens disaient toujours Nikola Jokic va le manger parce que c'est l'archétype du pivot lourd, pivot européen, etc. Et je me souviens du match-up à Denver justement qui avait choqué les gens parce que Victor était en défense individuelle sur Jokic pendant la plupart du temps. Il faisait un super travail justement pour l'empêcher de l'enfoncer au poste, pour contrer ses tirs, etc. Et beaucoup de gens avaient ressorti les vidéos en disant mais voilà, c'est ça du coup se faire manger par Jokic parce qu'il résiste super bien au contact. Et je pense que quand tu le vois à côté de Gobert, tu réalises effectivement qu'il a peut-être encore un chemin à faire. Je suis partisan de l'idée de dire qu'il doit rester très léger par rapport à son jeu, notamment offensif. Et tu vois qu'il a encore du chemin à faire. Mais en fait, quand tu le vois à côté de Chet, par exemple, et tu l'as vu aussi par rapport à Chet, justement, quand tu as vu le match contre le Thunder, c'est le jour et la nuit aussi, parce que mine de rien, Victor est déjà très développé physiquement. On dit souvent qu'il est frêle, qu'il est pas assez musclé, etc. En fait, quand tu le vois à côté d'autres joueurs, tu te dis, mais en fait, je suis pas si sûr parce que pour un joueur de 2m24, ses muscles sont quand même très développés. Donc, j'avoue que perso, niveau physiquement, il est assez, je pense, au-dessus de mes attentes. Je pensais qu'il se ferait un peu plus bousculer au poste. Pas par tout le monde parce que personne joue au poste en NBA en fait. Genre, c'est je pense que le max de jeu au poste doit être Jokic. Il doit être à 6 possessions par match. Donc, c'est quand même un truc qu'il faut pas surestimer. Et je pensais que peut-être certaines équipes, notamment les équipes qui sont équipées d'un Jokic, d'un Embiid, iraient le chercher là-dessus, mais en fait, pas tant que ça. À l'exception, c'était peut-être Alperen Sengun, mais j'avais fait le décryptage justement de à quel point est-ce que c'était sur des confrontations directes, quand est-ce que Sengun marque sur lui quand il joue au poste et tout. En fait, c'était pas tant que ça. Quand tu regardes, il a moins de 50% au tir contre Victor directement. Et voilà, il en profite quand même, il le force à la faute. Après, c'est sur un match où il est blessé. Mais à part exception, globalement, il tient bien le niveau physique. Donc, je pense que quand tu fais le bilan un petit peu de tout ça, les stats c'est au-dessus, l'adaptation à la NBA c'est au-dessus, la défense c'est au-dessus, le physique c'est au-dessus. Je suis assez impressionné. Et le dernier point que j'ai envie d'évoquer par rapport à Victor, c'est la progression dès la première saison. Parce qu'on l'a effleuré un petit peu avec tous les thèmes qui étaient là juste avant. Et moi, j'ai vraiment la sensation que Victor a connu la progression en une seule année, qu'on attendait de sa part peut-être sur 2 ans, peut-être sur plus, parce que dans la compréhension du jeu, dans sa manière de distribuer le jeu, de défendre aussi, dans sa manière d'attaquer, la sélection de tir, la manière dont il peut déployer son jeu, je trouve qu'il a fait un bond énorme. Est-ce que tu as l'impression que Victor grandit presque, tu vois, le côté paternel? Est-ce que tu as l'impression qu'il grandit plus vite qu'on ne l'imaginait? Alors c'est sûr que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon aussi vite et que oui, ça allait prendre plus de temps que déjà moi ce que je me dis à chaque fois pour un rookie, il y a un taf énorme parce que tu dois connaître tous les systèmes d'une équipe et Dieu sait combien il y en a. Et connaître tous les systèmes, toutes les variantes qu'il peut y avoir, après connaître à peu près toutes les équipes que tu vas affronter, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent pas faire, il y a tellement de joueurs, tellement d'équipes. C'est énorme. Et donc forcément chaque match est différent, donc je pensais pas qu'il allait être aussi bon et qu'il allait réussir à s'adapter aussi fort à chaque équipe et aussi bien. Et en plus de ça, pour moi cette saison ça allait être Vassell le leader sur le terrain et un peu qu'elle donne sur le banc à faire le leader vocal et encourager et autres. Et en fait ce que je me suis rendu compte quand j'étais à San Antonio, Embiid de temps en temps c'est lui qui dit toi tu vas là et c'est lui un peu qui œuvre sur le terrain. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça dès sa saison rookie. Je pensais que ça allait attendre peut-être la saison sophomore, voire sa 3e saison. Puis c'est surtout défensivement, en fait, il est toujours là à indiquer c'est ton spot, c'est ton joueur, etc. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, on en a parlé dans le dernier épisode. L'aspect leader, c'est assez surprenant parce que quand t'es un Français qui arrive dans une nouvelle équipe avec des joueurs établis qui ont un ego quand même, parce que t'arrives à ce niveau-là de jeu, il faut que t'aies un ego et c'est normal que t'en aies un. Il arrive, il s'impose comme un leader vocal. C'est vrai que ça, c'est une des plus grosses progressions de la saison. Et je pense que peut-être tout le monde s'attendait pas à ça. D'ailleurs, je lui ai posé la question. C'était peut-être ma toute première question à Victor cette saison. J'ai demandé est-ce que tu te vois déjà comme le leader de l'équipe? Et il m'avait dit je pense que ça viendra naturellement. C'est pas une question que je me pose vraiment. Je pense qu'aujourd'hui je suis pas encore le leader de l'équipe, mais que voilà, progressivement, naturellement, ça va se faire. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que naturellement il est devenu le leader de l'équipe par son jeu, par l'exemple, par le côté intellectuel de son jeu justement.
en l'espace de quelques mois, en fait. Je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est difficile de s'imposer comme le leader dans une équipe d'athlètes professionnels quand t'es un rookie, quand t'es pas un Américain. Et ça, Victor, il a fait directement. Donc, je te rejoins sur le fait que c'est un des trucs les plus impressionnants. Quand on fait le bilan de tout ça, tous ces éléments-là, la progression, etc., on peut dire quand même que Victor a dépassé tes attentes. Largement. Pour moi, il y a pas débat, bien sûr, qui les a dépassés. Et je pense qu'en fait, on n'est pas prêt pour tout ce qu'il va nous faire. Et chaque saison, il va être au-dessus de ce à quoi on s'attendait, surtout au début de carrière. Je confirme du coup hein, que pour moi aussi, côté moi, je suis arrivé plus tard sur Victor, j'étais pas fan des Spurs et tout. Même pour moi, les attentes ont été explosées. Et je pense que, ouais, effectivement, il a quand même un bel avenir. Je pense qu'on se mouille pas trop la nuque en disant ça. Mais bon, il y a un quête collectif au-delà de Victor, et ça, j'ai envie d'en parler aussi. C'est que les gens parlent beaucoup de Victor Wembanyama, parlent beaucoup de comment est-ce qu'il est fort individuellement, mais bien sûr, il y a le côté collectif, et les Spurs sont quand même la dernière équipe au classement de la conférence Ouest. Donc, je pense qu'il y a quand même pareil, il y avait des attentes pour les Spurs. Parce qu'après la saison, du coup, dernière, qui était vraiment la saison de disette, celle du first pick, premier first pick depuis Tim Duncan, c'est rare que les Spurs soient dans la loterie déjà, donc qu'ils soient aussi bas dedans. C'était quand même quelque chose, c'était un événement quand même pour les fans des Spurs et pour les observateurs de manière générale. Et on se disait, c'était la seule saison, ce sera l'exception. Et à partir de maintenant, peut-être que la saison prochaine sera compliquée, les playoffs sont pas du tout garantis. Je pense qu'il y a quand même un bon espoir de jouer les play-in, voire de jouer les playoffs, et d'être en tout cas une meilleure équipe dans le bilan comptable que la saison dernière. Est-ce que tu te souviens du bilan que tu avais estimé pour l'équipe? D'où est-ce que tu la voyais? Alors, je me souviens pas du bilan, mais je me souviens que je les espérais en play-in. Je sais pas si c'était 9e ou 10e place, mais j'espérais le play-in parce que, ok, la saison dernière, on était dans les derniers. Mais, en fait, ce que je voyais, c'est que dès que l'équipe jouait avec aucun blessé, aucun load management, et c'était rare la saison dernière, ça se passait plutôt bien. On tapait des équipes qui étaient assez fortes, des hauts de tableau, et à côté de ça, il y avait souvent soit Sohan, soit Vassell, soit Keldon. Il y avait toujours un joueur du 5 qui était absent, et ça a été quasiment toute la saison, et pourtant il y avait des belles performances. On sentait qu'on avait besoin d'un pivot. Pour moi, dans l'équipe de l'année, il manquait juste le futur franchise player, du coup qu'on est Victor. Et donc pour moi, le fait que avec Victor, je me dis on va peut-être essayer d'être plus compétitif, on va pas essayer de retanker complètement pour avoir un autre first pick, et que la saison dernière, quand ça se jouait bien avec tout le monde, ça se passait plutôt bien. Je pensais que Victor, ça allait aider, et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, Victor, il allait permettre de toujours avoir un joueur ouvert, retrouver une sorte de beautiful game qui marchait si bien avec Pop il y a quelques années, où t'as un joueur qui attire les défenses, du coup il fait une passe, et avec quelques écrans vol et autres, t'as toujours un ou deux joueurs ouverts, et du coup ça permet d'avoir des shoots ouverts. Donc je m'attendais à ce qu'on puisse aller gratter le play-in. Je dis pas qu'on aurait été loin en play-in, on aurait peut-être perdu le premier match, mais au moins aller essayer de gratter un play-in, ce qui en plus pour les Spurs aurait pu être intéressant. Parce que pour moi, play-in, ça donne, c'est pas les playoffs, mais ça donne une petite expérience des matchs à enjeu. Et à côté de ça, tu te sacrifies pas un pick qui pourrait être plutôt bon à la draft qui suit. Donc pour moi, c'était ce qu'ils allaient tenter, et c'est ce qui aurait pu se faire. Après, ça va pas se faire. Et quand Pop a expliqué que lui, c'était développement avant tout et qu'on s'en fiche de gagner ou de perdre, je le comprends. Il y a eu des tests qui font qu'on n'a pas gagné autant de matchs qu'on aurait peut-être pu en gagner. Je pense pas que même si sans ces tests on aurait été au play-in, mais c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Et puis ce que je vois, je vais peut-être aller un peu trop vite dans ce que tu voulais faire, mais ce que je vois, c'est peut-être play-in l'année prochaine, voire dans 2 ans. Ouais, non, je pense que c'est un objectif réaliste, mais c'est vrai que en début de saison, je pense que le pire, c'est que Pop, au début de la saison, c'était vraiment la victoire cette année est aussi importante que le développement des jeunes. C'était vraiment la côte d'entrée, et ça met le ton, et les gens se disent ok, d'accord, pourquoi pas les Spurs peuvent jouer quelque chose. Et je t'avoue que moi, je les avais annoncés vers 30 victoires, ce qui me semble être un objectif pas totalement irréaliste en fait. Tu vois, 30 victoires, ça fait quand même 50 défaites. Ouais. Je pensais que c'est une petite amélioration par rapport à la saison dernière. Ça reste fin de tableau, mais là, mine de rien, du coup, ça va pas arriver parce qu'on est déjà à 50 défaites en fait, et il y a que 12 victoires. Donc c'est vrai que même par rapport à des attentes plus mesurées, c'était décevant. Et les journalistes de San Antonio, je parlais aux mecs de l'Express News par exemple,
était assez convaincu qu'il y aurait potentiellement un play-in. Et je me suis aussi laissé convaincre à un moment en disant oui, je pense que le plafond, et c'est réaliste, c'est de jouer le play-in, voire d'aller chercher voilà entre 35 et 40 victoires max, en se disant pourquoi pas, ouais, effectivement cette saison, déjà faire une saison assez solide et tout ça. Je pense qu'il y a quand même une déception par rapport à ça. Je pense que tu as raison quand tu dis que les tests ont aussi peut-être privé l'équipe de certaines victoires. Et en même temps, c'est intriguant parce que l'équipe est à la lutte avec les Hornets pour la 3e place de l'NBA, globalement. Mais une différence majeure quand même, c'est que les Spurs sont pas du tout dans la discussion, je trouve, pour la pire équipe de l'NBA. Déjà parce que ils ont battu des grosses équipes. Le Thunder de Chet Holmgren, les Wolves de Rudy Gobert, d'ailleurs les 2 d'affilée, les Suns 2 fois en début d'année. C'est des choses que les mauvaises équipes ne font pas de manière générale. Et le jeu qu'ils développent globalement, au-delà du résultat, au-delà du bilan comptable, est un jeu relativement convaincant où il y a de plus en plus de systèmes, où ça commence à être rodé, où il y a des joueurs qui sont efficaces dès aujourd'hui, comme Victor, comme Devin Vassell. Alors que quand tu regardes à Washington, par exemple, c'est compliqué de sauver quelque chose parce que t'as Jordan Poole, parfois t'as un petit sursaut d'espoir en disant bon, peut-être que c'est possible, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais en fait, l'équipe, elle est vraiment, tu vois pas vraiment où elle va et tu te dis c'est compliqué, c'est mauvais quoi. Et quand tu regardes les Spurs jouer, tu te dis c'est dommage. C'est pas la même sensation. Et par contre, oui, globalement sur au-delà du fond de jeu, le bilan comptable, je pense, c'est vraiment en dessous des attentes. Après, moi, je suis un fan de tanking. Je suis un partisan du côté. Il vaut mieux avoir un premier choix que d'être à la 10e place post-play-in. Je veux dire, quand t'es pas en playoff. Moi, je suis plutôt partisan de dire qu'il vaut mieux un first pick que d'avoir quelques victoires de plus. Donc, je pense que le contrat est rempli d'une certaine manière, mais le bilan comptable, c'est pas à la hauteur des attentes. Toi, le fond de jeu, est-ce qu'il te convainc autant que moi, il me convainc? Ouais, moi, il me convainc totalement. Déjà, la saison dernière, je trouvais que le fond de jeu était pas si mal, et quand on me demande si c'est pas trop dur, toutes ces défaites, je dis, en vrai, non, parce que quand on regarde le jeu, ok, on perd. Mais à chaque match, moi, je jouais l'année dernière et encore plus cette année, il y a des belles séquences de jeu qui se finissent pas forcément par un panier, mais un shoot qui est bon. Il y a eu un mouvement de balle, il y a eu une stratégie qui était pas mal, et c'est de mieux en mieux. Là, surtout cette saison, de plus en plus, on se retrouve à avoir des séquences de jeu où le tir est ouvert. Ça rentre pas forcément, mais ça, je me dis de toute façon, ça va s'améliorer au fil des années. Mais au moins, on prend des tirs ouverts, on prend pas des tirs forcés. Ça joue bien. Offensivement, défensivement, il y a encore plus de travail, surtout quand Victor est pas là. Mais je trouve que ça joue bien, et on a tendance à l'oublier. Mais ok, Victor est jeune, mais il n'y a pas que Victor qui est jeune, toute l'équipe est jeune. On est une des plus jeunes équipes de NBA. La plus jeune équipe de NBA, carrément. J'avais vu une stat qui m'avait fait rigoler. Il y a une équipe de NCAA, je crois de North Carolina, sa moyenne d'âge est plus élevée que celle des Spurs. C'est ça. C'est Pop qui avait lâché ça en conférence de presse, vraiment, en disant aujourd'hui, on m'a fait remarquer que notre équipe est plus jeune que l'équipe de, je sais plus si c'est North Carolina ou South Carolina, mais en tout cas, c'était l'équipe des Spurs est aussi expérimentée qu'une équipe universitaire, c'est ça. Ouais, ça c'est donc ça montre à quel point l'équipe est jeune. Donc forcément, il y a des erreurs, il y a des shoots ratés. Wemby, c'est censé être la star, mais derrière t'as Vassell et Swan, c'est pas non plus des vétérans, c'est des jeunes qui ont aussi un développement, qui ont aussi du travail. Ils sont NBA, donc forcément c'est des bons joueurs, mais ils ont encore des choses à apprendre. Donc forcément il y a des erreurs. Et avant, le plus vieux joueur, c'était McDermott. Maintenant c'est Devonte Graham, je crois. C'est ça. Il a moins de 30 ans. Il n'y a pas de joueur de plus de 30 ans dans l'effectif. Ouais. Donc forcément, ça se ressent. Et il y a des erreurs, comme n'importe quelle équipe jeune. Mais à côté de ça, même dans ces erreurs, tu sens que il y a déjà un cadre qui doit, je pense, être très cadré par le staff qui a l'habitude, qui a de l'expérience, qui a déjà vécu des grandes heures, mais du coup qui essaye de remettre ça un peu dans les effectifs. Alors forcément, ça cadre l'équipe, les jeunes écoutent. Et ça fonctionne. On a de la chance aussi d'avoir des jeunes qui écoutent, qui en font pas qu'à leur tête, et qui sont là pour gagner, pour se développer, et qui savent ce qui se passe. Donc ça aide. Je suis assez d'accord. Et par rapport au staff justement que tu évoques, je trouve qu'il y a un truc qui est assez important de spécifier. Je pense qu'on a vite enterré Greg Popovich sans aucune raison. Je sens du début de la saison, quand il faisait jouer Jeremy Swan meneur, que peut-être qu'il limitait un petit peu Victor Wembanyama en décembre par exemple, les gens disaient Greg Popovich doit partir.
peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens disaient ça, et je pense que c'était moi, ça me rendait fou. Et je suis d'accord avec toi, ça me rendait fou aussi, et je trouve que là, on est en train de voir, en fait, on est en train de... Greg Popovich nous rappelle qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a un projet concret, qu'il sait où il va, c'est cohérent, qu'il développe un bon fond de jeu, juste il y va doucement, et il est dans un projet avec une équipe qui est jeune, il implémente doucement ses actions. En fait, entre le jeu du début de la saison et le jeu de la fin de la saison, il y a juste une courbe de progression qui est évidente, et dans les actions qui étaient déployées au début, c'est-à-dire aucune où Victor était vraiment lâché en liberté, Vassell pareil, c'était vraiment bon allez on y va, on fait ce qu'on veut et puis on verra ce que ça donne. Et maintenant où tu peux voir parfois des actions où tu as du coup des actions avec double screen, en sortie de en remise, enfin sur la situation de remise en jeu, il y a vraiment des systèmes qui sont développés pour démarquer Devin Vassell ou pour rendre Victor dispo. Quand tu regardes la fin du match contre le Thunder, il y a cette fin de match avec Devin Vassell et Victor Wembanyama où ils jouent sur le weak side tous les deux et où ils mettent vraiment en place quelque chose de réfléchi. Où ils développent un jeu à deux qui est pensé par Popovich pour gagner le match à la fin. En fait, juste tu vois qu'au début de la saison, on est parti d'un truc où Popovich disait on y va doucement, on prend une action, on va maîtriser une action, puis on va en maîtriser une deuxième, puis une troisième. On va vraiment compléter le playbook au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, on voit le playbook en action, qui est pas encore totalement étoffé, mais on le voit quand même en action. Et je trouve que c'est un peu le signe aussi que Popovich, du coup, lui aussi fait une saison qui est à peu près à la hauteur des attentes, même si c'est toujours difficile d'évaluer le travail d'un coach. Et que c'est la preuve aussi que Popovich, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient au début de la saison, est pas du tout dépassé, voire j'ai lu sénile. Je pense qu'il va très bien. Et le déroulé de la saison, c'est un petit peu la preuve justement que Popovich sait ce qu'il fait. Évidemment, c'est aussi le fait de la progression des joueurs, hein. Mais c'est aussi la preuve que Popovich fait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, pardon. Donc je pense que c'est assez rassurant. Ça évoque du coup une question de manière générale que tu as du coup déjà évoqué un petit peu plus tôt, des saisons suivantes. Parce qu'on ne sait pas combien de temps Popovich va rester, parce qu'on ne sait pas comment les joueurs vont se développer. Mais est-ce que tu penses que cette saison, c'est la dernière que les Spurs feront aussi bas dans le classement? Alors moi je pense que oui, je pense que là maintenant, depuis Kawhi du coup chaque saison le bilan était moins bon, mais je pense que ça y est, on a atteint le plus bas et on va remonter petit à petit. Surtout que là moi je suis on va dire peut-être trop, mais je suis assez optimiste sur le futur. Je trouve que c'est bon. Victor, il a débloqué énormément de problèmes que l'équipe avait. Parce qu'on avait une base qui, pour moi, est assez bonne avec Vassell, Sohan, Keldon, Maranham et Wesley. J'attends encore un peu avant de les inclure dans cette base de reconstruction. Mais déjà, Vassell, Sohan, Keldon, pour moi, c'est déjà assez solide. Il nous manquait la future star pour avoir un projet en lequel tu peux avoir confiance. On l'a avec Wemby. Maintenant, faut entourer encore un petit peu. Donc là, la prochaine draft, on va avoir un pic assez haut sur le nôtre. Et peut-être, je croise les doigts, un deuxième, celui des Raptors. Bon, les Hornets, j'ai oublié. C'est clair. L'année dernière, j'avais espoir, mais c'est mort. Cette saison, j'oublie. La saison prochaine, j'ai peu d'espoir, à moins d'avoir beaucoup de chance. Mais déjà, là, on va avoir un bon pic sûr, voire un deuxième. On a la saison d'après, la draft d'après encore notre pick. Je crois qu'on a un pick des Hawks qui est pas protégé. On va commencer à en avoir un. On a peut-être un pick des Bulls ou des Raptors encore, mais on a 2-3 picks qui vont arriver sur les prochaines drafts. Globalement, on va avoir au moins 2 picks à chaque premier tour, tout en gardant. C'est ça. Donc déjà, ça va aider pour la reconstruction parce que si on arrive à prendre un jeune, bon, on le garde. Sinon, on peut toujours l'échanger pour avoir des bons assets pour entourer Wemby sur le banc ou juste avoir de quoi mieux entourer Wemby. Et nos jeunes, donc Vassell, Keldon, Sohan, Wemby et Wesley et Branham aussi vont se développer. Donc forcément, plus les saisons vont passer, plus les Spurs vont faire des choix, parce que malheureusement, on va pas pouvoir tous les garder. On va faire des choix en fonction de qui va le mieux avec Wemby, qui est le mieux en lieutenant pour l'accompagner, trouver les rôles qui fonctionnent le mieux. Keldon en 6e homme, je trouve que ça fonctionne super bien. Et même s'il était dans des rumeurs de trade où les gens disaient c'est lui qu'il faut partir, je suis pas forcément d'accord là-dessus parce que pour moi, en dehors de son impact sur le terrain, il a surtout un impact en dehors du terrain où je trouve qu'il sert de liant à l'équipe pour qu'ils soient tous potes, ils s'entendent tous bien et quand une équipe vit bien en dehors du terrain, ça vit toujours mieux sur le terrain.
Je trouve qu'il a un peu le rôle que Patty Mills pouvait avoir avant, ou Ginobili encore avant, avec le Spurs Coffee Gang et tout, toute cette clique de potes qui en fait, comme ils étaient potes en dehors du terrain, ça fonctionnait super bien sur le terrain. Et là, tu vois Keldon, il est super pote avec Sohan, qui du coup ils sont bien potes avec Vassell, ils ont bien intégré Wemby. Sohan, comme il est arrivé que Branham et Wesley, ça s'entend plutôt bien ensemble. Il y a juste à regarder leurs réseaux sociaux, ils sont tout le temps en train de rigoler ensemble, c'est cool, et du coup ça se sent bien sur le terrain, et ce qui fait qu'ils vont aussi tous se pousser vers le haut pour le développement. Tu rajoutes à ça des pics plutôt bons, et après à chaque fois on a un gros cap space. Donc en free agency tu peux aller chercher les vétérans ou des jeunes qui sont pas signés qui peuvent aider, et au fil des saisons le front office il va faire les choix qu'il faut, et pour moi plus ça va aller, plus l'effectif va être optimisé, et donc plus on est optimisé, plus on va gagner. Ah, je suis assez d'accord avec toi, hein. Je pense que de toute façon, ça sera la dernière saison des Spurs dans le fond du classement. Je sais pas que les playoffs sont garantis l'année prochaine, mais déjà c'est une bonne probabilité quand même. Mais je pense que c'est la pire saison que l'équipe fera avec Victor Wembanyama. C'est safe, je pense, de dire ça. Et je te rejoins assez sur l'ambiance de l'équipe, même si je sais qu'ils sont pas vraiment, ils font pas de sorties ensemble en dehors du terrain et tout, comme ça pourrait être le cas. Enfin, il y a des dîners d'équipe et tout ça, mais beaucoup de gens fantasment une relation, par exemple, entre Sohan et Victor, alors que dans les faits, en fait, ils se voient pas vraiment dehors du terrain, quoi. Donc il y a quand même ce côté où, voilà, enfin, il y a une bonne entente. Je sais pas si elle ira jusqu'à l'entente qu'avaient des mecs comme Manu, Tim Duncan, etc. Ouais. Mais en tout cas, il y a une bonne entente, je suis d'accord avec toi. Je pense que Keldon est le moteur de ça, et du coup, ça permet d'embrayer sur un sujet qui est le dernier sujet du podcast. J'aimerais qu'on fasse le point sur la saison des cadres de l'équipe. Je pense que tu les as parfaitement évoqués. Keldon, Jérémy, Devin. Pour moi, c'est vraiment, objectivement, c'est vraiment de toute façon les cadres de l'équipe au-delà de Victor. Pour moi, Keldon, c'est quand même celui qui devra partir en cas de transfert pour des raisons qui sont plutôt contractuelles. Si tu veux faire un transfert avec un gros joueur, il faut que tu aies du salaire pour équilibrer. Ça veut dire soit Devin Vassell, soit Keldon Johnson. Des deux, je pense que tu préfères te séparer de Keldon. Et t'es obligé quelque part, si tu veux faire un transfert et ramener un bon joueur, de sacrifier un bon joueur. Oui. Et Keldon a ses limites. Mais Keldon est quand même un des meilleurs joueurs que les Spurs ont sous la main. Et le joueur qui sont le plus enclins à transférer parce qu'il n'a pas le potentiel de Devin. Et il a quand même des limites qui, je pense, le rendent pas du tout incompatible avec l'équipe, mais font que c'est pas une pierre angulaire au même degré que peut-être les autres. Est-ce que t'es rassuré par Keldon? Parce que par Keldon, le rôle a été assez bizarre cette année, parce que du coup, il y a eu vraiment ce passage d'être le meilleur scoreur de l'équipe l'année dernière à devenir le 6e homme de l'équipe, ce qu'on attendait pour beaucoup quand même cette année. Mais il y avait quand même, en termes de rôle, c'est quand même quelque chose qui est assez différent. Et pareil, dans la saison, ça commence où il est titulaire, c'est vraiment des cadres. Et puis ensuite, il est relégué sur le banc en tant que 6e homme, plutôt dans l'idée de dire il faut stabiliser la seconde unit. Là, il y a des matchs où il est un peu benché parce que la défense n'est pas encore là. Je pense au match d'hier contre les Kings. Sa défense dans le dernier quart-temps a été un gros point noir parce que il y a le tir de Malik Monk à 3 points où il laisse énormément d'espace pour égaliser. Et d'un autre côté, c'est le meilleur scoreur des Spurs dans le dernier quart-temps. Je trouve que c'est un joueur qui est difficile à vraiment analyser, à vraiment cerner à 100%. Est-ce que toi, t'es content de sa saison? Est-ce que tu vois un développement chez Keldon Johnson? Alors, déjà, avant de commencer, je peux peut-être être pas ultra objectif parce que Keldon, c'est un de mes joueurs préférés, mais depuis longtemps. T'es là pour ça, t'es là pour ne pas être objectif, donc je t'en prie. Et en fait, pour moi, Keldon, déjà, comme ce que j'ai dit, il a un apport qui est énorme, pas sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et j'ai l'impression, quand tu regardes l'historique des Spurs, il y a toujours eu un joueur comme ça à San Antonio, qui a toujours été, pour moi, avant, c'était Patty Mills. Encore avant, t'avais Gino. À un moment, il y a eu les deux, donc c'était encore autre chose. Mais déjà, au début de la saison, quand on se demandait, avec Wemby qui arrive, où il y avait ça va être quoi, 5? On parlait de un des anciens titulaires, peut-être passer 6e homme. Est-ce que ça serait Sohan? Est-ce que ça serait Keldon? Et Keldon avait dit en interview, s'il faut, moi je passe 6e homme, c'est aucun souci. Pour moi, c'est le genre de joueur qui peut accepter de sacrifier du temps de jeu, sacrifier du salaire pour les besoins de l'équipe. Donc jouer 6e homme, signer un petit contrat parce que il peut toujours être utile, mais que l'équipe pourrait signer un gros joueur. Donc s'il baisse son contrat, ça peut permettre de faciliter la signature.
Et avoir un scoreur en sortie de banc, ça aide toujours. Surtout que, bon, au tout début de sa carrière, il jouait ailier fort. C'était peut-être pas le meilleur des postes, mais il avait fait quelques matchs plutôt corrects. Il avait fait un 20 points, 20 rebonds, je sais plus face à qui. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle donne prendre 20 rebonds sur un match, surtout qu'en face, je crois que dans la raquette, c'était plutôt pas mal. Il est toujours là à se donner à 100%. C'est pas un gros défenseur. Mais bon, on peut pas, je pense que c'est compliqué d'avoir une équipe avec 15 joueurs en élite en défense. Donc forcément, t'as un ou deux joueurs qui sont moins bons en défense. Qu'elle donne pour être un de ces joueurs si tu le mets en second unit, en l'entourant de quelques bons défenseurs. Et ça pourrait compenser. C'est sûr que il arrive à toujours avoir un shoot dans la raquette avec un contact. Je sais pas comment il fait, mais il va au contact. Il arrive soit à gratter une faute, soit les points, soit les deux. C'est un truc qui m'impressionne énormément. Il se débrouille pas trop mal dans les shoots ouverts, même si c'est pas sa force principale. Ça dépend des matchs. Et des matchs, il va être super bon au shoot, d'autres, ça va être catastrophique. Donc pour moi, je comprends il faut le trade parce que on peut récupérer un meilleur joueur et on va pas trade Vassell. Entre les deux, je choisis aussi Vassell, même si ça me ferait mal au cœur. Mais pour moi, Keldon, si on peut le garder, il faut le garder. Et quitte à attendre une ou deux saisons que un autre joueur devienne aussi bon et que ça soit lui qu'on trade. Sur l'impact, les mômes à aider. Sur le côté émotionnel et l'impact dans le vestiaire, je te rejoins assez en fait, parce que quand t'es sur place, c'est vrai qu'après la victoire, c'est que t'entends crier et tout. Et en vrai, même en tant que journaliste, émotionnellement, c'est compliqué parce que Keldon, bon, c'est bien qu'on entend gueuler, on a eu des petits moments avec lui sympas. Sur un entraînement notamment, où on était en train de poser des questions à Victor, voilà, normal, on était autour de lui. Et Keldon était le seul dans la salle d'entraînement. Et là, tu vois, ça pourrait être une histoire en mode, ouais, vraiment un bourreau de travail, machin. Non, il était avec un ballon de foot, et il s'est tapé une barre, il nous a envoyé le ballon de foot en plein dessus. Et genre vraiment, il a la grosse frappe vers les journalistes. C'est passé vraiment pas loin de tout le monde. Mais Olivier Felpin, du coup, qui est journaliste à Saint-Antonio depuis longtemps, depuis aussi longtemps que Tony Parker est arrivé ici, et qui était là du coup aussi pour Victor, mais apparemment aussi pour le foot, a fait un petit contrôle, il a renvoyé la balle tranquillement, tu vois. Mais du coup, Keldon, c'est ça aussi, tu vois, c'est le mec marrant de l'équipe, il rajoute une dimension humaine au truc. Même moi, je pense que j'aurais du mal à le voir partir s'il doit partir. Je crois pas que ce soit un joueur qui doive partir, juste s'il y a un transfert qui permet d'améliorer l'équipe. Et je pense que ça arrivera un moment parce que quand t'as autant de tours de draft, quand t'as autant de jeunes, en fait, c'est compliqué de tous les garder, c'est compliqué, enfin, tu peux pas tous les utiliser. Et à un moment, il faut upgrade quand même. Et dans la ligue, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que Keldon Johnson, même s'il a un bon contrat, même s'il est bon. Je pense que à un moment donné, je pense que ce sera le meilleur moyen d'upgrade l'équipe. Je dis pas qu'il doit partir parce que c'est Keldon, juste parce que c'est question de salaire, quoi. Vraiment, c'est vraiment strictement ça. Et moi, ce qui me déçoit un peu dans son évolution cette saison, c'est les œillères qu'il a un petit peu en attaque. Je trouve qu'il est beaucoup... En fait, c'est le problème depuis le début, c'est vraiment le côté fonce dans le tas et on réfléchit un peu après, qui peut avoir son charme quand même, mais qui est problématique parfois. C'est vrai que c'est un très bon... Enfin, c'est un bon scoreur. Il gère bien les contacts comme tu l'as dit. Je trouve il a un bon équilibre maintenant intérieur-extérieur. Il a développé son jeu offensivement. Et par contre, dans la construction de jeu collectif, il a vraiment des limites quand même. Si t'es capable de plus voir le jeu, de vraiment progresser en termes de lecture du jeu, en termes de prise de décision, ça deviendra un joueur complètement différent. Même au-delà de la défense sur laquelle il a fait des efforts, mais où il est encore très limité, si il arrivait vraiment à faire ces lectures-là, ce serait vraiment le sixième homme idéal et vraiment un joueur qui pourrait plus contribuer au côté, voilà, au développement collectif des systèmes dans l'équipe. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un point négatif chez Keldon, qui doit être un axe d'amélioration s'il n'est pas tradé dans les saisons à venir, parce que voilà, c'est vraiment ça sa limite. Et c'est vrai je pense que beaucoup de gens parlent de Keldon aussi comme un joueur qui est expérimenté en fait, parce que dans le contexte des Spurs, c'est un des cadres. Bah, c'est le plus ancien Spurs. C'est ça, c'est le plus ancien, exactement. Mais il a que 24 ans, en fait. Oui, c'est ça, il reste jeune, donc il a une marge de développement encore qui est moins élevée que d'autres, mais il a toujours de quoi s'améliorer. Et c'est aussi pour ça que moi, je pense que c'est pas déconnant de le garder. Et bon, si vraiment il s'améliore plus, peut-être que oui, il faudra s'en séparer, mais je pense qu'il peut encore s'améliorer. Et il est pas de mauvaise volonté. Tu le dis, il est toujours là à rigoler quand il y a des interviews.
J'ai l'impression que c'est toujours lui qui est en train de faire des blagues ou des conneries. Bon, maintenant il y a Swan aussi. Mais du coup, en dehors de ça, même s'il a ce côté à tout rigoler, je pense que si tu lui demandes de faire quelque chose, il va faire les efforts pour, et il va essayer de, je dis pas forcément qu'il va réussir, mais il va essayer pour le bien de l'équipe, et parce que je pense qu'il aime vraiment les Spurs, et que s'il peut y rester longtemps, il y restera longtemps. Il y a des joueurs où tu les vois, tu te dis, moi, si on le trade pas, c'est possible que lui, il essaye de rester sa carrière dans une équipe, et Keldon, je pense que ça peut être un de ces joueurs. Si tu le trades pas, si tu le laisses, si tu lui proposes toujours un salaire, c'est pas impossible que Keldon il puisse espérer rester à San Antonio tant que ça se passe bien et tant qu'il y a toujours cette bonne ambiance et qu'il s'y retrouve toujours. Je suis d'accord pour dire que si on lui donne la possibilité, je pense qu'il serait du genre à vouloir rester ici pour très très longtemps. Mais c'est vrai que moi je vois un peu le truc inverse, tu vois, c'est tant qu'il plafonne pas complètement dans son développement, il a plus de valeur pour être transféré. Donc si tu l'inclus dans un transfert pour, tu vois, la rumeur maintenant c'est Trae Young, j'y crois pas, mais soyons fous, si tu veux en faire une pièce pour Trae Young, c'est un joueur qui a beaucoup plus de valeur maintenant tant qu'il est encore prometteur, que il affiche des progrès, etc. que si on est sûr qu'il a un plafond clair où là les équipes vont avoir du mal à acheter parce que justement ils se disent bon bah on sait qu'on achète un mec qui est limité. Donc dans le côté froid et rationnel, il y a ce côté-là qu'il faut garder en tête, et il y a aussi le côté où malgré la volonté, enfin je comprends que la volonté ça donne envie de garder le joueur et tout, et c'est un élément important quand même. Mais du coup, quand t'es GM, t'es obligé de trade tes joueurs en fonction des résultats, en fonction de tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant justement de voir le décalage qu'il y a entre le côté l'analyse froide et l'analyse justement où t'es. C'est vrai que en tant que observateur et fan de San Antonio, t'as envie de voir Keldon rester avec l'équipe parce que il mérite, parce qu'il apporte quelque chose au groupe, etc. Mais dans les faits, je pense que c'est celui. Enfin, encore une fois, je pense pas qu'ils doivent partir. Je pense vraiment que c'est juste que si quelqu'un doit partir, c'est lui. Dans le groupe principal, mais par contre oui, non, c'est vrai que t'as ce côté où tu vois comme ses limites, tu te poses la question de est-ce que à long terme il va rester. C'est peut-être le mec sur lequel on a le plus de questions, et je pense qu'on pourrait parler de Keldon pendant 30 minutes, mais il faut qu'on parle aussi des autres. Et on va descendre par âge, tu vois. Il y a Devin quand même qui est pour le coup aussi un des autres cadres vraiment de l'équipe, en termes de niveau de jeu, en termes de leadership vocal. Vassell, c'est un des mecs qui est vraiment positionné comme un des leaders de l'équipe avec Victor. Pareil, on attendait de sa part vraiment une saison, je pense, convaincante, parce que la saison dernière était blessé, mais quand il n'était pas blessé, il affichait quand même un niveau de jeu qui était assez impressionnant, et en tout cas une progression qui était assez convaincante. Donc là, est-ce que cette année, pareil, la progression, elle te satisfait, toi, pour Devin Vassell? Vassell, en termes de jeu, sa progression, oui, elle est plus que correcte, et je m'attendais à peu près à ça, mais ce qui m'a surtout étonné, c'est le fait qu'il prenne un peu le lead de l'équipe, où je le voyais pas trop s'imposer. J'ai toujours eu l'impression que Vassell, c'était le joueur discret qui était là pour mettre les tirs quand il faut, mais je pensais pas qu'il allait s'imposer comme ça en étant le deuxième meilleur joueur derrière Wemby, voire quand Wemby est pas au top, c'est lui qui doit prendre les clés d'équipe. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que chaque année, je trouve que Vassell s'améliore dans les points où on dit faudrait qu'il s'améliore. Saison rookie, il était beaucoup là à faire du catch and shoot, mais il avait du mal. Et on lui dit ça serait bien qu'il commence à tirer à mi-distance. Il commence à prendre des mi-distances. Après on dit ça serait bien qu'il commence à tirer en sortie de dribble. Il commence à tirer en sortie de dribble. Maintenant il commence à se créer son shoot. Bon, le problème c'est que quand il décide d'aller à mi-distance, il va faire peut-être que ça sur le match ou que tirer à 3 points. Faudrait qu'il arrive à faire le juste milieu entre aller dans la raquette, aller à 3 points ou aller à mi-distance. Ou parce que là souvent je trouve qu'il fait soit trop l'un soit trop l'autre, même si je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré aussi dans mi-distance, ça c'était déjà bon l'année dernière, 3 points à open, il s'en sort très bien, mais je trouve qu'il s'est vachement amélioré dans les cuts, dans les doubles pas et la finition près du cercle, et même en défense il était toujours pas trop mal, mais je le trouve encore meilleur, et je trouve que Swan c'est toujours lui qui se prend le meilleur attaquant adverse. Mais derrière, quand il y a un deuxième bon attaquant extérieur, je suis serein quand c'est Vassell qui défend dessus. Et du coup, c'est encourageant. Et en plus, Vassell, je lui vois encore un plus gros potentiel parce que chaque saison, il s'améliore vraiment. C'est vrai que
Niveau défensif, je pense que offensivement, justement, c'est la deuxième meilleure arme de l'équipe après Victor. Au début de la saison, j'étais même partisan de dire que c'était lui le meilleur attaquant. Au tout début, il a commencé vraiment très fort. Il était autour de 23, 24 points de moyenne. Ouais. Avant sa blessure contre Phoenix, en fait. Je pense que c'était lui le meilleur joueur offensif de l'équipe au début. Là, maintenant, Victor est en train de, voilà, on a déjà fait le point sur Victor, mais, il passe deuxième. Mais par contre, c'est vrai qu'offensivement, il est très fort. Et c'est vrai que défensivement, il se solidifie. Déjà parce que je trouve que c'est un des joueurs qui a le mieux compris comment est-ce que jouer devant Wemby pouvait l'aider à défendre. Et en plus de ça, voilà, il se donne, il a le bon physique pour, il a les aptitudes, la bonne mobilité latérale. Et ça de mieux en mieux, donc c'est satisfaisant. Et là où je te rejoins vraiment, c'est le côté où je trouve que dans sa manière d'attaquer la raquette, il est beaucoup plus convaincant qu'avant. Et c'est vraiment un des points clés de son jeu. Quand il est vraiment agressif vers le cercle, en fait, évidemment, déjà, ça aide pour ses 3 points, ça aide de manière générale. Alors, déjà, ça aide quand tu marques des points près du cercle, parce que c'est des points, tout simplement. Oui. Et quand t'es une menace intérieure sur tes drives et tout ça, ou sur tes cuts, ça veut dire gravité pour la défense adverse, donc tu libères de l'espace pour tes coéquipiers. Ça veut dire que quand tu vas faire une fin de drive, tu vas dégager de l'espace pour être à 3 points. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est la clé dont il a besoin pour débloquer son jeu. Et il est pas aussi haut que ce que j'attends de sa part de manière générale. Je pense qu'il pourrait faire mieux dès cette saison. Il y a des matchs où tu vois vraiment ce qu'il pourrait être et c'est un peu frustrant parce que tu te dis il le fait pas tout le temps et il est peut-être un peu irrégulier encore. Ouais, il y a un petit peu d'irrégularité. Le côté agression du cercle, les cuts, les drives, etc. Je trouve que c'est vraiment le plus gros axe de développement de la saison et c'est assez rassurant. Par contre, ouais, il y a l'irrégularité, je pense que c'est un petit peu le point négatif. Mais au-delà de ça, en vrai, ça va. Et pareil, je trouve que le jeu à deux avec Victor est assez convaincant. Et ce qui me surprend agréablement, c'est qu'il y a pas mal de situations où je vois que Devin Vassell joue en posant l'écran pour Victor, ce qui est déjà original pour un mec de 2m24 qui joue porteur de balle, et qui en plus c'est rassurant par rapport à leur synergie. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ouais, je sais plus si c'était chez Basket Session ou un autre média où j'avais juste un article où après, je crois que c'était après le match face au Thunder, où Vassell, il y avait eu un petit extrait d'une interview où il disait jamais je m'attendais à un jour poser un écran à un mec plus grand que moi, encore moins de 2m24, et que ça soit moi qui roll et lui qui pique. Mais en même temps, ça se fonctionne bien, et comme il dit, le duo Vassell-Wemby, plus ça va, mieux c'est. Et je pense que si ça continue comme ça peut devenir l'un des duos les plus difficiles à défendre. Je suis carrément d'accord. Et je pense que c'est Basket Session parce que, en tout cas, j'espère parce que c'est moi qui ai posé la question, donc c'est pas mal que ce soit dans mon article. Et non, c'est clair que là, ce qui montre, c'est assez original. Et quand je me souviens de la fin du match contre le Thunder, justement, dont je parlais un peu plus tôt, où ils jouaient tous les deux, weak side sur la fin, où vraiment, du coup, tout repose sur leur lecture du jeu, sur leur capacité à rentrer le tir, etc. Et où justement, tu vois, donc d'un côté, Victor qui met un 3 points ouvert par le fait que la défense, justement, est obligée de contenir le drive de Vassell, et que Chet reste bas pas dans la raquette, mais il reste relativement bas dans l'idée aussi de contenir le rôle de Victor. Et justement, donc Victor met son 3 points ouvert. Et il y a l'autre action où c'est Vassell qui se met à driver et profite du décalage créé par l'écran pour marquer sur ce panier-là. En fait, là, tu te dis vraiment, ce jeu à deux, de manière générale, il pourrait effectivement sur le long terme devenir... je pense qu'il est déjà une arme très dangereuse. Je pense qu'une fois que tu le complexifies, que tu rajoutes plus de système, que les deux joueurs progressent aussi individuellement, ça devient une arme létale pour les Spurs. Et là, ce que fait Devin Vassell cette saison, c'est très rassurant. Et j'avance vite pour qu'on reste sous l'heure de podcast, histoire que les gens arrêtent de se plaindre que je fais des podcasts d'1h20. Jérémy Swan, qui est quand même un petit peu c'est le premier lottery pick de l'équipe depuis les années 90, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois. Je crois que c'est ça que j'avais vu. Parce que les plus hauts picks avant, c'était Vassell et Primo qui étaient en 11 et 12. C'est ça. C'est ça. Primo, dont on ne parlera jamais dans ce podcast pour des raisons de déception et de terrible. Mais du coup, pick numéro 9 quand même, c'est quand même un joueur qui, du coup, dans lequel on a pas mal investi, j'ai envie de dire, et qui pareil en termes de potentiel, on lui prête peut-être le deuxième plus gros potentiel des Spurs, peut-être troisième en fonction de où tu places Devin. C'est une discussion un peu à part, mais en tout cas, c'est un joueur qui est très jeune. Il a seulement 20 ans, donc le même âge que Victor, mais il fêtera ses 21 cette année. Et cette saison, il a vécu des choses compliquées. Parce qu'il y a le côté, du coup, où il commence la saison, il est meneur, il est pas dans son rôle, il galère.
mentalement, ça se voit qu'il est affecté. Techniquement, il a pris très cher sur le réseau et on sait qu'il surveille, lui, les réseaux sociaux en l'occurrence, parce qu'il répond parfois. Et puis ensuite, il repasse son rôle, est plus convaincant. Défensivement, je pense que on peut écarter un truc tout de suite, c'est que défensivement, Jeremy Sochan est le 2e meilleur défenseur des Spurs. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Je pense qu'il n'y a pas de doute, en fait. Ouais, et c'est même le meilleur défenseur extérieur. Clairement. Et quand tu le vois défendre LeBron James, quand tu le vois défendre l'ailier adverse, tu dis tout de suite une certitude avec Sochan, c'est que défensivement parlant, il est solide, il va peut-être encore progresser, mais voilà, il n'y a pas de doute. La question, je pense, sur le développement de Sochan, elle est vraiment offensive. En début de saison, tu le vois où, du coup, il galaxe son rôle de meneur. En même temps, il y a ce côté positif où son shoot va beaucoup mieux. Il a 40% au tir au début de la saison. Ouais, ça a été une des grosses surprises pour moi, son shoot. Mais là, quand tu regardes là où il est maintenant, il a tellement baissé qu'il a 32,4%. Je sais pas combien il est depuis qu'il est repassé à son rôle d'ailier fort, mais je pense qu'il est très bas. Et donc, il y a ce côté où le shoot est en progrès, et puis finalement, il redescend. Pour moi, c'est le plus gros doute qu'on a sur lui. C'est vraiment un facteur clé. Et puis, offensivement, je trouve que le problème de Sochan, c'est le côté où des fois, il y aura des matchs à 0 points et où il va tenter des tirs et tout ça, mais il est vraiment pas dans le match, il ne peut pas marquer. Et pour moi, c'est quand même un problème. Donc, offensivement, enfin, il y a du positif et du négatif. Je vais te laisser parler quand même. Qu'est-ce que tu penses du développement de Jeremy Sochan cette saison? Bah, pour moi, Sochan, déjà, quand on a drafté, je le connaissais pas énormément. Mais très vite, je l'ai apprécié. Et même, ce petit côté, tiens, il y a un air de Rodman, ça me faisait rire. Numéro 10 des Spurs, un peu petit ailier fort qui va chercher tous les rebonds, qui a une couleur de cheveux différente tous les 3 matchs. C'était assez drôle. D'ailleurs, ça me manquait un peu qu'il change pas de couleur de cheveux tous les 3 matchs. Je suis d'accord, ouais. Mais non, sinon, défensivement incroyable. Au rebond, j'étais agréablement surpris. Et forcément, il y en a moins, mais il y a peut-être quelques raisons. Genre un géant de 2m24 dans la raquette. À tout hasard. C'est tout, mais à côté de ça, il est défensivement, il se tape toujours le meilleur attaquant adverse, sauf si c'est dans la raquette ou là c'est Wemby, mais le meilleur attaquant extérieur adverse, c'est toujours pour lui. Qu'importe le poste. Ça peut passer de, comme tu as dit, LeBron, à Kevin Durant, à Shai, à Tatum, n'importe lequel. Et à chaque fois, le mec, il galère. Alors que c'est sa saison sophomore, il est encore jeune, il pourrait faire des erreurs. Son shoot, comme tu l'as dit, il était beaucoup mieux, ça a rebaissé. Mais moi, je reste toujours agréablement surpris parce que l'année dernière, c'était très compliqué son shoot. Même si à Baylor, c'était pas trop mal, en NBA, c'était très compliqué. Maintenant, j'ai Sochan ouvert dans le corner, il a la balle. Je suis assez confiant. Je me dis, ça peut rentrer. Alors que la saison dernière, je me dis, il va le shooter, on va le rater, on va se prendre une contre-attaque et ça sera panier. Maintenant, je suis assez serein. Je le vois shooter et je me dis, il y a moyen que ça rentre, ça peut le faire. Et c'est pas le seul là-dessus où je me dis, je suis plutôt serein sur le shoot maintenant, contrairement à avant. Comme Trey Jones aussi. Les cuts, il est toujours fort, même si je trouve qu'il monte moins que la saison dernière aussi. Il cherche moins le contact, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être juste un ressenti. Ce qui est dommage parce qu'il était très bon. Je me souviens du poster sur Sabonis la saison dernière. Il avait même le surnom de Sochan the Destroyer. C'était pas pour rien. Je le retrouve moins dans ce rôle et plus dans un rôle défensif qu'offensif maintenant parce que j'ai l'impression qu'il laisse la place à Vassell et Wemby en attaque. Mais je suis assez d'accord avec toi et sur le côté sur le côté défensif déjà on est d'accord pour dire que la polyvalence qu'il apporte est immense. Le match contre les Pacers m'a fait rire parce que du coup il était sur Siakam au début et du coup très bon travail sur Siakam, il n'y a pas de problème. Et à un moment en fait TJ McConnell est tellement chaud que c'est lui qui descend sur TJ McConnell et ça montre déjà sa polyvalence. Ça montre aussi que le match était bizarre, mais globalement il défend des meneurs, il défend des ailiers forts, il défend tous les joueurs qui font entre 1m80 et 2m10 sont à la portée de Jeremy Sochan, t'as l'impression. Défensivement, je suis pas inquiet du tout pour lui. Mais c'est vrai que quand tu regardes tu vois, j'ai une application sur, du coup, c'est les stats de thinkingbasketball.net. Okay. Thinking Basketball, c'est le podcast de Ben Taylor qui est super, que je recommande à tout le monde. Et il a des stats avancées, du coup, sur son site qui me permettent à chaque fois de faire un petit peu un scan rapide des joueurs. Et, quand c'est bleu, c'est positif. Quand c'est rouge, c'est négatif. Je regarde les stats de shooting de Jérémy. Voilà, il n'y a pas besoin de lire exactement les catégories, on a l'idée. Pour moi, c'est vraiment ça le problème. Je pense que c'est vraiment là-dessus que sa progression me déçoit un petit peu.
Je pense que c'est le départ de Chip Engeland aussi qui est parti au Thunder qui peut-être freine son développement au niveau du tir. Mais je pense que globalement, pour faire partie de l'avenir des Spurs et de Spurs qui gagnent, s'il peut débloquer son tir, ça peut être vraiment un accélérateur dans le projet qui est immense en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Je t'avoue, je suis pas rassuré quand il est dans le corner. Je pense qu'il faut quand même qu'il les prenne parce que, en fait, s'il peut pas prendre ce shoot dans le corner, ça change tout offensivement pour les Spurs. Tu peux mettre deux mecs sur Victor, tu peux garder quelqu'un qui roam tout le temps dans la raquette. En fait, tu peux vraiment, si t'as un non-shooter sur le terrain aujourd'hui en NBA, tu peux adopter des systèmes défensifs qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, si Jérémy met jamais ses tirs, je pense que ça va être un problème. Donc, j'attends ça de sa part. Il m'a un peu déçu cette saison. Après, le côté positif offensivement, je trouve que c'est la lecture du jeu. Peut-être que c'est le fait d'avoir joué meneur au début. En tout cas, dans sa lecture de jeu, dans son organisation. De fou. Je trouve qu'au début, il prenait toujours, t'avais ce truc de pénétration, et puis il allait prendre son mid-range, il jouait le mismatch de manière permanente, même quand ça rentrait pas, même quand il était difficile, il prenait son mid-range, et plus on avance, et plus il fait la passe. Ouais, il faisait souvent un mid-range avec une sorte de spin avant, où tu sais pas comment il arrive à le prendre, mais il le prend. Et c'est vrai que de plus en plus, il faisait la passe, et maintenant, tu sens que, bon, il monte moins la balle, mais quand ça lui arrive, il est plus serein, et ça se passe, il fait assez vite la passe, mais ça se passe mieux. Et ok, ça a été compliqué pour lui, il a pris cher, les Spurs ont pas trop gagné à ce moment-là, parce que du coup, ça aidait pas d'avoir un joueur qui n'avait pas l'habitude de jouer meneur, mais c'était un mal pour un bien, ça a été compliqué avant, mais tu sens maintenant que ça a été utile, et que ça n'a pas été fait pour rien, et je pense que pour son développement, même pour plus tard, ça va aller, parce que Pop, c'est ce qu'il essaye de faire, c'est que tout le monde puisse un peu monter à balle, tout le monde puisse défendre tout le monde, et tu le ressens déjà de temps en temps, s'il y a un switch, n'importe qui est assez serein dans l'équipe, et même offensivement. Le fait qu'il puisse pousser la transition, déjà, c'est quand même un facteur qui est très important, parce que avoir un deuxième joueur comme ça sur le terrain, même un troisième du coup quand t'as Victor, Trey Jones, c'est quoi, même tout le monde est capable de faire ça aujourd'hui aux Spurs, dans le 5 majeur. Peut-être que Champagny, évidemment, il est limité par rapport à ça, mais quand c'est Keldon, du coup, il est en capacité de le faire aussi. Donc je pense que c'est bien de l'avoir sur le terrain. Bon, on emballe tout ça. Est-ce que, à la question générale, est-ce que tu es satisfait par la saison des cadres des Spurs Du coup, oui ou non pour toi? Au global, oui, je suis plutôt confiant. Je m'attendais peut-être à un peu mieux, mais je suis confiant et je me dis que dans les années à venir, je suis serein et on a une bonne base pour construire le futur et la dynastie que les Spurs veulent essayer de construire. Je crois que j'aime bien ça comme conclusion. Tu vois, j'ai une question après, mais je vais m'appuyer là-dessus comme conclusion et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Rémi, merci beaucoup pour ton temps, pour ce podcast. Je vous invite tous évidemment à suivre du coup SA Spurs France sur Twitter, majoritairement sur Instagram aussi du coup. Moi, je suis pas sur Instagram, donc je fais pas gaffe, mais je suis sur Instagram, mais je fais pas attention. Mais du coup, c'est aussi SA Spurs France sur Instagram. Alors, j'ai pas réussi à voir c'est le même nom, mais le arrobase est un peu différent. Bah, je t'en prie, donne-nous le hâte, comme ça les gens sont sûrs de trouver. Sur Insta, le hâte c'est SA Spurs France, tout collé sans majuscule, ni rien. Et sur Twitter, c'est SA en majuscule, _du Spurs France. Et puis, de toute façon, c'est le même logo. Et les designs sont les mêmes, on peut retrouver les mêmes, donc ça se ressemble assez facilement. Normalement, c'est bon. Du coup, Rémi qui réagit au match, évidemment, qui partage l'actualité sur les Spurs. Donc, c'est aussi un très bon canal pour s'informer, pour rester au courant. Je vous invite aussi, du coup, à vous procurer, si c'est pas déjà le cas, je sais que toi, Rémi, c'est le cas, le MOOC numéro 14 sur les Spurs, qui est parti, mais qui est encore disponible, évidemment, sur le site de Basket Session. Donc, je vous mets le lien dans la description. Je vous en prie, allez voir ça parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, le MOOC. Et on a beaucoup travaillé dessus. C'est, je pense, intéressant. Donc, je vous invite à voir ça. Puis Rémi, tu nous diras ce que t'en penses, toi, en DM et tout ça. Déjà, de ce que j'ai vu, il est archi beau. Et j'attends de lire. De toute façon, dès que je peux lire un truc sur la Spurs, moi je suis content. Donc, on fait des efforts. Ça devrait aller. Esthétiquement parlant, on fait des efforts aussi pour que ça reste un bel objet. Donc voilà quoi. Normalement, ça va. Normalement, elle est pas mal. Et puis évidemment, du coup, pour tout le monde, abonnez-vous à la chaîne de Basket Session, laissez un like, un commentaire avec des idées d'invités, de thèmes, tout ça. Vous pourrez retrouver du coup toute la semaine les CQFR de Shai et Antoine. Dimanche, le Hoop Culture avec Théophile et avec son acolyte. Le podcast lundi de Basket Session, le gros podcast.
Et puis voilà, tous les articles qui sont sur le site, les comptes rendus des matchs des Spurs, les mags, etc. Suivez tout ça et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut et merci encore à toi Rémi. Salut, merci beaucoup.